Bienvenue sur la chaîne du CFDRM de Paris, Centre de documentation et de recherche sur les massages. Bonjour, je m'appelle Alain Cabello, nous sommes le dimanche 6 octobre 2013 et je vous propose ma toute première vidéo qui sera, je l'espère, la première d'une longue série de tutoriels entièrement dédiés à la fabuleuse histoire des massages. Je dirige un des rares instituts à Paris géré par un homme. Je pratique en exclusivité le massage français, que j'ai d'ailleurs déposé à l'INPI, qui est une technique que j'ai complètement constituée, inventée, et que je gère comme un logiciel libre. Alors, tout le monde peut s'en emparer, tout le monde peut le pratiquer. D'ailleurs, je me rends compte que sur Internet, un certain nombre de masseurs, déjà de masseuses, se revendiquent praticiens en massage français. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est quand le massage devient ouvert, devient malléable et que l'on peut y mettre un petit peu ce que l'on veut. Alors je travaillerai, je publierai également des ouvrages, je compte évidemment constituer un organon du massage français, dans lequel je vous donnerai quelques cours, comme ça je ferai quelques tutos sur le sujet, mais là pour l'instant ce n'est pas le sujet. Pour l'instant le sujet c'est de vous présenter le projet qui me tient à cœur de CFDRM, de Centre français de documentation et de recherche sur les massages. Alors moi je suis chercheur en massage en fait, pour vous donner un petit peu un aperçu de mon parcours. Donc je dirige cet institut depuis 2007 et très rapidement, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette histoire des massages, en 1994, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur l'histoire des massages. Lorsque vous vous amusez à chercher l'histoire du massage thaïlandais, du massage suédois, californien, lomi-lomi, vous vous rendez compte que l'information est absente. Elle est dans les livres, mais ça demande des budgets, ça demande beaucoup de temps pour les étudier, mais sur Internet, vous n'avez rien. Vous n'aviez rien à l'époque, et aujourd'hui, vous avez guère mieux. Voilà. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque relativement considérable et inacceptable. Donc lorsque je me suis rendu compte de cette situation, eh bien j'ai souhaité constituer une sorte de projet associatif. Ce n'est jamais évident de dire aux gens suivez-moi, j'ai des choses dans la tête. Les gens ont besoin aujourd'hui de choses beaucoup plus concrètes. Donc l'idée était de dire, tiens, puisque j'ai déjà une bibliothèque du massage, je vais la mettre à la disposition de tous, je vais la donner à ce projet associatif, et je vais ouvrir ma bibliothèque comme une bibliothèque municipale. Je vais la gérer de la même façon, et je vais permettre aux gens de pouvoir emprunter des ouvrages comme ils l'entendent. Voilà. Et depuis 5 ans maintenant, j'achète le plus possible de pièces d'archives, pas seulement des livres, mais aussi des photos, également des cartes postales, des objets sur l'histoire des massages, et je les mets en ligne en fait. Donc c'est un énorme travail, comme vous pouvez le constater sur le site cfdrm.fr. Alors il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui montrent avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs des scènes de massage, plus ou moins de pédagogie associée. C'est pas forcément évident, ça part d'une bonne intention et ça c'est déjà une très bonne chose. Par contre, verbalement il n'y avait pas grand chose. Et je me rends compte que au-delà de lire du texte, ce qui est toujours plus ou moins fastidieux, ça peut être intéressant pour certains d'avoir juste à écouter. Donc c'est pour ça que je me permets de commettre celle-ci. Et puis ça vous donne un petit aperçu de ce qu'est le CFDRM. Alors l'objectif c'est de vous proposer des cours divers et variés sur l'histoire des massages. Alors il y aura des petits tutoriels très courts, vous donnant des définitions dictionnériques sur le massage, et puis d'autres beaucoup plus longs où j'essaierai un petit peu de vous donner les connaissances que j'ai, si je puis me le permettre.
Alors, j'ai donc commencé à me rendre compte, effectivement, à faire le constat de ce manque d'informations absolument flagrant, ce qui est assez scandaleux en soi. Euh, nos anciens, à l'époque de nos encyclopédistes du XVIIIe siècle, à travers Diderot et d'Alembert, alors plutôt Diderot d'ailleurs que d'Alembert, parce que c'est vraiment Diderot qui en a pris le plus par la tête, hein, en osant s'opposer au roi et en publiant cette somptueuse encyclopédie euh, avec d'Alembert, dans laquelle d'ailleurs il parle de massage. Le CFDRM a le bonheur d'en avoir une troisième édition, dans laquelle il parle des diatraleptes grecs, des alyptes romains, etc. Donc c'était intéressant de l'acquérir et de la mettre en ligne. Au XIXe siècle, là vous avez toute une littérature qui explose au sujet du massage. Le massage devient assez central. D'ailleurs, le mot massage ne date pas du XIXe siècle, comme on peut le lire beaucoup sur Internet, mais il vient du XVIIIe siècle. C'est Anctil du Perron, dans son édition de 1771, Les Indes d'Avesta, qui, le premier, mentionnera le mot massage. C'est très très joli, c'est également en ligne sur le site du CFDRM. Au XIXe siècle, vous avez une explosion comme ça de publications avec très peu de déchets, ce qui fait du XIXe un siècle vraiment charnière. Les écrivains sont assez brillants, il y a plein de choses, plein d'audace, c'est le XIXe, hein, c'est un siècle plein d'ébullition, de passion, c'est extraordinaire. La littérature y est magnifique, vraiment magnifique. Alors j'essaie d'acquérir ces ouvrages du XIXe qui méritent vraiment d'être lus et d'être mis en ligne. Évidemment toujours en lien avec le massage. Pourtant, on se rend compte que ces encyclopédistes du XIXe siècle et du XVIIIe, ces encyclopédistes français, aujourd'hui ne sont plus. Les héritiers, par Pierre Larousse, Émile Littré, par exemple, sont de médiocres successeurs. Lorsque vous allez sur le site donc larousse.fr, par exemple, c'est consternant d'inanité. Enfin, ça croule de publicité, il n'y a absolument aucun intérêt à ce genre de site. Les définitions sont laconiques, ça en est quasiment humiliant. Enfin, véritablement, si Pierre Larousse voyait ce qui est devenu donc, son dictionnaire en ligne, il serait consterné d'horreur. C'est juste... alors j'ai essayé de les contacter, de les alerter sur cette situation tout à fait scandaleuse, mais ils ne répondent pas, ils s'en foutent. Pourtant, cette passion de l'encyclopédie, du partage, de la connaissance, elle n'est pas définitivement oubliée. Wikipédia aujourd'hui poursuit cette œuvre. Alors évidemment, c'est une encyclopédie toujours occidentale, on s'en réjouit, mais malheureusement plus française. Et j'aurais aimé que la France ait un rôle beaucoup plus actif dans la mise en ligne de ses savoirs, elle qui a de tels fonds d'archives, de telles bibliothèques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc tant pis. Mais ce Wikipédia-là, qui est détesté par les sachants, parce qu'évidemment ce n'est pas un contenu universitaire, est un contenu qui a été pris en charge par le peuple. C'est un contenu qui est un contenu collaboratif, géré par vous et par moi. Moi je suis un modeste contributeur, alors masso-contributeur évidemment, aux éléments que je peux renseigner sur l'histoire des massages. Donc ça, je le fais avec beaucoup de plaisir. Pour le massage, il serait intéressant que nous nous emparions, nous, les masseurs et les masseuses aux pieds nus, nous, les masseurs et les masseuses de France, que nous nous emparions de notre histoire commune et que nous la mettions en ligne. Je suis homosexuel, j'ai été bénévole au Centre gay lesbien de Paris, et notamment un an au conseil d'administration du Centre gay lesbien de Paris, qui est devenu ultérieurement le Centre LGBT.
J'ai également été bénévole 10 ans à Médecins sans frontières. J'intervenais dans les écoles, dans les facultés, dans les instituts de formation infirmiers, pour expliquer ce qu'est l'humanitaire, comment partir avec une grande association comme Médecins sans frontières. Et là, je me suis rendu compte qu'au Centre gay lesbien, il y avait une bibliothèque, mais qui se constituait de livres, donc bien sûr sur l'homosexualité, conforme à ce dont nous traitions, mais très passivement posés sur des étagères. Ça manquait de dynamisme. Alors j'ai pris cet élément-là et je l'ai ajouté à mon projet CFDRM, comme j'en ai fait un premier étage. Puis ensuite je me suis inspiré de Médecins sans frontières, qui disposait alors, qui dispose toujours d'ailleurs, rue Saint-Sabin, d'un centre de documentation. Alors je me suis dit, je vais rajouter un centre de documentation. Pourtant, je me suis rendu compte qu'il manquait encore un étage à ma fusée. Et cet étage-là, c'était celui de la recherche. Le massage n'a pas besoin simplement de collecter une culture percluse dans les traditions, dont il suffirait que de prendre ce qui a été écrit jadis et n'y rajouter rien du tout de plus. Nous sommes les contemporains, c'est nous les moteurs, c'est nous qui sommes aujourd'hui redevables de ce savoir d'hier, et c'est à nous de le faire évoluer. Alors, je me suis dit, voilà, mettons en place la notion de recherche. Ayons un esprit critique vis-à-vis du massage. Soyons novateurs, constituons, inventons d'autres méthodes, organisons-nous. Et j'ai constitué donc ce fameux centre de documentation et de recherche sur les massages. L'objectif, il est magnifique. C'est de constituer la plus vaste bibliothèque au monde sur le corps en francophone. Parce que là, vous n'avez rien sur le sujet. Mettons ensemble nos bibliothèques, essayons de publier le maximum d'articles, finançons des thèses, des mémoires, des travaux de recherche spécifiques, débattons, rencontrons-nous. J'ai commencé donc, comme je vous l'ai dit, par donner ma propre bibliothèque, et puis j'ai utilisé les fonds que je gagnais au sein de mon institut à Paris à ce projet de fonds d'archives en réalité. De par mon homosexualité, je me rends compte que je n'ai pas de descendance. Alors au lieu d'attendre d'être très vieux pour donner ma bibliothèque et d'être très mort pour donner mon argent, il m'a semblé intéressant de rebondir sur cette idée d'encyclopédie collaborative, de mise en réseau, comme ça, de mise en rhizome de la connaissance, et de renoncer à tout patrimoine, de donner ma bibliothèque aujourd'hui, d'acheter des livres pour le CFDRM de Paris, et de lui offrir mon patrimoine. Je n'ai pas besoin d'avoir un appartement. Je n'ai pas besoin de me laisser harponner par un système économique, financier, qui nous escroque, comme nous le voyons avec les dernières affaires financières internationales, qui nous méprise. Ce n'est pas la peine de constituer, de mobiliser une bonne partie de vos énergies financières, ou en tout cas moi de mon énergie financière, pour constituer un patrimoine qui ne servira à personne puisque je n'ai pas de descendance directe. J'ai des neveux, j'ai des nièces, mais je n'ai pas de descendance directe. Donc il m'a semblé intéressant de dire, eh bien voilà, au lieu d'investir dans un appartement, investissons dans une bibliothèque et surtout, ne l'enfermons pas dans une association qui procéderait à un chantage économique en disant « si vous voulez la consulter, il faut adhérer ». Alors je propose la notion d'adhésion libre, par exemple, dans cette association, les gens donnent ce qu'ils veulent, ça peut être 20 centimes, ça peut être... et ils empruntent leurs livres comme dans une bibliothèque municipale. J'ai constitué un Argus qui permet aux gens d'emprunter les livres
postérieurs à 1970. Ceux qui sont plus anciens, effectivement, ne sont pas empruntables, ou alors, à ce moment-là, j'ai mis en place aussi la notion d'un protocole de thèse qui permettrait aux gens d'emprunter des livres un peu plus anciens. Évidemment, il y a des livres au CFDRM qui datent du XVIe siècle. L'édition la plus ancienne, par exemple, et le De Remedica, par exemple, d'Avicenne de 1595, avec des planches de massage à l'intérieur qui est à la disposition du CFDRM de Paris et de ses chercheurs, bien évidemment. Alors tout ce contenu-là, tout ce savoir, ce serait intéressant de le mettre en ligne et de faire ça tout de suite, de faire ça maintenant, de s'organiser pour que donc, ces savoirs soient disponibles. Alors j'ai structuré le site en lui organisant des dictionnaires internes, un dictionnaire des noms propres, un dictionnaire des noms communs, un dictionnaire d'anatomie, de pathologie, un petit dictionnaire de grec, un autre de latin, comme ça sans aucune prétention, mais qui me permet en fait de référencer le masso-contenu que je peux rencontrer dans mes lectures. C'est effectivement assez pertinent d'aller chercher l'information, la masso-information disponible sur le web, de la rassembler au même endroit, mais ça peut être aussi particulièrement utile de lire ces ouvrages anciens et de restituer le contenu que l'on peut rencontrer sur un site de documentation. Parce que là, vous avez le relais, d'ailleurs moi j'appelle le site du CFDRM ma petite extension cérébrale en l'occurrence, c'est un petit réseau neuronal comme ça qui se crée informatiquement, qui me permet en fait de mettre le maximum d'informations que je peux récolter. Évidemment, quand vous lisez des livres anciens, eh bien ce contenu-là est particulièrement fin et particulièrement autorisé, puisqu'évidemment je vais essentiellement lire des livres qui ont un masso-contenu d'envergure. Je ne vais pas lire n'importe quoi comme ça parce que ça me tombe sous la main, bien évidemment. Là, pour vous donner un exemple de cet objectif du CFDRM de Paris, eh bien, je suis en train de lire la première édition des œuvres complètes d'Hippocrate, par exemple par Émile Littré. Alors Émile Littré est né en 1801 et il est mort en 1881. Et il a écrit donc ces fameuses œuvres complètes d'Hippocrate qu'il a publiées en 1839. Et son dernier volume, le 10e, l'a été en 1861. Vous voyez, il a mis 22 ans pour mettre de l'ordre dans ce corpus Hippocraticus. Alors nous le savons, évidemment, Hippocrate a parlé de massage. Alors ça ne peut pas passer inaperçu. Partout où vous allez sur Internet, on vous rabâche les oreilles sur Hippocrate a dit qu'on ne pouvait pas être un bon médecin si on ne connaissait pas l'art du massage. C'est charmant, c'est utile, c'est très bien d'apporter l'information sur un site commercial, mais personne, jamais personne, ne vous donne les sources de cette information. Les œuvres complètes d'Hippocrate, je l'ai dit, c'est 10 volumes. Dans quel volume Hippocrate a pu le dire? Alors il n'a pas écrit lui-même, forcément c'est 10 volumes. Le corpus Hippocraticus en réalité est un ensemble de bribes de textes, d'ouvrages qui ne sont pas de lui. Émile Littré le montre de façon tout à fait merveilleuse. Pour information, par exemple, cet auteur du 19e siècle reste aujourd'hui l'auteur quasiment définitif de la traduction quasi parfaite des œuvres complètes d'Hippocrate. Même aujourd'hui en 2013, personne n'a fait mieux. C'est vraiment un auteur extrêmement autorisé, un excellent helléniste, un excellent latiniste et surtout un médecin. Et ça, donc, ça change vraiment tout. Il a fait un travail considérable. Pourtant, on sait à peu près où le massage a été mentionné. C'est dans le traité des fractures et des luxations. Estrader, par exemple, nous le mentionne. Alors, Estrader est un autre personnage
relativement intéressant aussi du 19e siècle, qui a écrit une thèse centrale sur l'histoire des massages. Si vous vous intéressez à l'histoire du massage, il faut lire cette thèse, elle est absolument essentielle. C'est absolument passionnant. Et ce Joachim Estrader, alors qui ne s'appelle pas Jacques, absolument partout sur Internet, on lit Jacques Estrader, mais en réalité c'est Joachim. Et ça c'est le fruit de mes recherches précisément sur Internet. Est né, là aussi je vais vous donner une information qui est spécifique au CFDRM, puisque personne n'avait l'information avant que nous ne la trouvions, de par nos recherches en mairie, tout simplement. Ce Joachim Estrader était un médecin de Bagnères de Luchon. Il travaillait dans les thermes de Bagnères de Luchon. Et alors il est né le 20 mars 1833 et il est mort le 18 mars 1919. Voilà. Donc ça c'est une information CFDRM et ça vous montre la pertinence de ce travail. C'est-à-dire que sur une thèse aussi centrale que celle-ci, personne n'avait ne serait-ce que l'information de la date de naissance et de décès de ce personnage. Estrader nous dit, dans le tome 4, Émile Littré parle de massage. Mais à un autre moment, il nous explique qu'Hippocrate a écrit un traité du massage, un traité de la friction. Oui, mais où? Alors là, il reste un peu vague. Moi, je suis toujours épaté par la capacité qu'ont eu nos auteurs du 19e de restituer cette histoire avec tant d'érudition. Joachim Estrader a fait un travail merveilleux, extraordinaire. La plupart de ses sources sont justes. Il fait quelques erreurs en lien avec les sources auxquelles il s'adosse, donc notamment Nicolas Daly et sa cinésiologie de 1857, que j'ai également traité, qui est un livre de 800 pages de 1857 et dont je vous ai restitué sur le site du CFDRM le masseau contenu. Il y a quelques erreurs qui sont faites par Nicolas Daly, évidemment Estrader les reprend. Par contre, tous les auteurs qui viennent, Schreiber, Georges Berne en 1894 par le massage, etc., reprennent les mêmes erreurs. Et ça c'est très intéressant de voir le parcours de l'erreur, de remonter à la source, de voir où l'information a été prise, puisque les phrases sont quasi identiques, etc. Ça c'est très très intéressant. Et de le mettre au service de ce métier, c'est particulièrement valorisant. En tout cas, je trouve. Il y a un moment où je me dis, mais nous, les contemporains du XXIe siècle, que faisons-nous à notre tour pour rendre ce savoir accessible? Cet Estrader-là nous dit, bien voilà, Hippocrate aurait parlé de massage. Mais moi, en tant que moderne, cela ne me convient plus par définition. Je veux quoi? Je veux savoir exactement où il parle de massage et quand est-ce qu'il en parle. C'est impératif. Je lis donc les 10 volumes, mot à mot. Je les ai acquis, ils sont très rares, très beaux. Je les ai fait revenir exprès des États-Unis, on leur a au moins repiqué ça aux Américains, et je lis ces livres-là avec beaucoup de conscience. Et chaque élément en lien avec le massage, je le référence sur la fiche technique du tome 1. Là pour l'instant j'en suis à l'étude des notes philologiques qui constituent tout le premier tome. Et chaque information en lien avec les massages, je la référence. Et là effectivement nous avons Hippocrate. Nous avons Émile Littré, qui avec son érudition absolument folle nous dit, eh bien oui, Hippocrate a parlé de massage, mais son traité de la friction n'a probablement pas dépassé les murs de l'école de Cos, qui était l'école de laquelle était issu Hippocrate et qui s'opposait à l'école de Cnide un petit peu plus ancienne. Ça c'est particulièrement intéressant. Émile Littré, avec son érudition folle, nous montre, vous montre, ce qu'est une bibliothèque dans l'Antiquité. Nous raconte la fabuleuse histoire de la bibliothèque d'Alexandrie et comment cette bibliothèque a pu sauver ces fameuses œuvres d'Hippocrate qui, il faut le savoir, ont complètement disparu.
les éditions que nous avons aujourd'hui sont des recopies, sont des traductions latines, parfois en très mauvais latin, et nombre de ces ouvrages sont perdus. On n'a que des bribes, on a... Voilà, donc ce Corpus Hippocraticus, en fait, vous avez quelques bouquins qui sont écrits par Hippocrate, mais la plupart ont été écrits par Polybe, son gendre, ou par son fils Thessalos. Alors ça, évidemment, ce serait intéressant de pouvoir le restituer. Alors le restituer dans un livre, bien sûr, ça peut être évidemment très utile. Pourtant, le livre constitue une sorte de mémoire archivistique. Il n'est plus véritablement nécessaire. Il est vital, je dirais, à l'heure de l'informatique, parce que moi je ne fais pas du tout confiance à ce système binaire comme ça qui prétend enfermer tous nos savoirs. Le jour où vous aurez un problème général, on va le sentir passer. Donc je suis un aficionados du livre et je compte bien publier ce que j'écris. En l'occurrence, ces fameuses œuvres complètes d'Hippocrate, si j'arrive à mettre un petit peu d'ordre là-dedans, à tout rassembler autour du masso contenu, parce qu'il ne s'agit pas de republier un facsimilé, j'ai bien l'intention de publier donc sur ce sujet. Simplement que si vous mettez l'information, non pas dans un livre payant, mais dans un accès web gratuit et disponible par tous, eh bien, cela devient extrêmement pertinent pour tout le monde. Parce que déjà, lorsque vous avez une rectification à faire, vous pouvez la faire aisément, vous pouvez modifier son contenu, vous pouvez rajouter une information ultérieurement, ce que vous ne pouvez pas faire dans un livre. En informatique, sur Internet, vous avez la possibilité d'instruire des liens hypertextes qui vous ramènent vers d'autres entrées, des dictionnaires, des fiches techniques, etc. Ça, vous ne pouvez pas le faire par le livre. Donc le support Internet est particulièrement pertinent pour rendre ce travail accessible. Ça permet de faire des copier-coller, et le travail qui est fait sur le site du CFDRM est libre de droits non commerciaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de copyright. N'importe qui peut prendre les photos que j'ai pu faire ou les textes, etc. Il n'y a pas de problème donc, par rapport à ça. Le partage de la culture est absolument essentiel. Donc voilà un exemple de la pertinence de mener ce travail de fond, sur des sujets absolument essentiels. Lorsque vous voulez avoir une information sur le massage, vous pouvez aller sur Wikipédia. Mais Wikipédia ne va pas vous restituer le masso-contenu des œuvres complètes d'Hippocrate. Personne n'en sait rien. Encore une fois, je vous dis, à part quelques sachants, comme ça, quelques personnes érudites. Mais l'érudition n'est pas faite pour faire de l'ombre aux autres. Elle est faite pour apporter de la lumière. D'ailleurs, si un jour je viens à publier la masse considérable de textes que j'écris pour le CFDRM et pour cette histoire des massages, j'ai bien l'intention de faire que les droits d'auteur soient reversés à cette association. Le CFDRM a la nécessité de s'autofinancer. Il ne faut pas qu'il compte comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve en France, de voir des associations moribondes en permanence, qui tendent leur civil, et qui sont éthiques, qui ont les joues caves comme ça et qui n'ont jamais d'argent. C'est à l'association, je trouve, à avoir le dynamisme pour à la fois véhiculer les savoirs, mettre à disposition son fonds d'archives, gratuitement, sans publicité, et de façon tout à fait gratuite. C'est pour ça que je vous dis que j'ai lancé cette idée de l'adhésion libre, par exemple. Donc ça vous donne un petit peu un petit aperçu de ce que je me propose de faire. Et j'aimerais lancer un appel aujourd'hui, solennel, aux masseurs et aux masseuses de France. Ne laissez pas votre culture, ne laissez pas votre histoire entre les mains des bibliothèques publiques, entre les mains des fonds d'archives de l'ordre des kinésithérapeutes ou de Bium, la bibliothèque interuniversitaire médicale. Emparez-vous
de votre culture. C'est la vôtre. Vous avez la nécessité de la défendre coûte que coûte. Le CFDRM aujourd'hui, c'est plus d'1 millier d'ouvrages, dont beaucoup ont été donnés par des gens très spontanément, et je leur en remercie ici, encore une fois. C'est à peu près 10 000 pièces d'archives qui ont été achetées ou qui ont été collationnées sur le site du CFDRM. C'est un travail qui est absolument colossal. Vous allez simplement voir les fiches techniques et vous allez voir que c'est un travail de bénédictin, mais c'est un travail qui doit être fait. Je vous rappelle que dans l'Antiquité, les livres étaient réécrits à la main. On peut peut-être se permettre à notre époque de mettre les informations que nous avons sur des sites internet en sachant qu'une fois qu'elles sont mises, elles ont été mises. Et elles sont plus facilement recopiables, duplicables qu'à l'époque des bibliothèques d'Alexandrie. Donc nous n'avons aucune excuse pour ne pas agir. Le travail est d'autant plus important que, vous le voyez, lorsque vous arrivez sur la bibliothèque du CFDRM, au lieu d'avoir... vous avez tous les livres qui ont été référencés. Moi j'essaie de... Lorsqu'un livre parle de massage, j'essaie de l'acquérir. Mais même s'il s'agit d'un roman policier, d'un ex-Brailla par exemple, j'achète ce petit roman policier. S'il y a une scène de massage ou une scène de meurtre qui s'est passée dans un massage, ça va être intéressant de posséder l'ouvrage en question, par exemple, et de le référencer à sa mesure. Il n'y a pas de petite connaissance, il ne faut pas hiérarchiser les choses. Le massage n'est pas que technique, le massage est aussi historique, il est aussi de l'ordre de la plaisanterie, de la prostitution, on a énormément de choses sur les sujets. Et ça, nous avons la nécessité de le faire valoir. Dans cette bibliothèque, j'ai essayé d'organiser les livres par siècle. Mais enfin, vous vous retrouvez rapidement avec une colonne grecque comme ça, absolument illisible. Donc, j'ai organisé un système de code couleur et le nom de l'auteur d'un ouvrage donné dispose d'une couleur différente, ce qui permet à la fois au premier coup d'œil et de retrouver le début et la fin du titre, mais également l'emplacement du nom de l'auteur dans cette ligne blanche comme ça qui nous est proposée. Et lorsque vous vous présentez sur le nom de l'auteur, vous avez la plupart du temps un lien hypertexte qui a été fait vers le dictionnaire des noms propres, de façon de savoir qui est ce personnage. Ensuite, vous avez une petite mention, donc TDM, qui veut dire traite de massage. Et enfin, une petite flèche qui vous renvoie vers la fiche technique. J'ai même poussé le vice, mais ça c'est inhérent à tout chercheur un peu pervers, à restituer la période politique correspondante à la publication de l'édition présente. Ça permet de remettre le livre dans son contexte historique, et lorsque vous savez que cet Avicenne que nous possédons, par exemple de 1595, qui présente à l'intérieur des scènes de massage, qui est une pure merveille, eh bien, a été écrit à l'époque d'Henri IV. Je trouve ça particulièrement émouvant. Lorsque je restitue le masso-contenu d'un texte, alors en texte intégral ou en texte partiel, donc ça dépend de l'intérêt du masso-contenu. Là, les œuvres d'Hippocrate, par exemple, je restitue le texte partiel, évidemment, parce que je n'ai pas l'intention de restituer les 10 volumes, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments liés au massage. Il suffit de les rassembler donc, dans un même environnement. Pourtant, nous nous rendons compte qu'au XIXe siècle et avant, bien évidemment, la notion de bibliographie n'était vraiment pas systématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque vous vouliez connaître les titres d'ouvrages qui étaient restitués dans ces livres, eh bien il vous fallait les lire.
Si vous vouliez savoir de qui il parlait, des noms propres, c'est pareil, vous deviez lire le bouquin. Alors, moi je m'attelle à restituer pour ces livres vraiment, enfin tellement centraux dans notre histoire professionnelle, la bibliographie présente dans l'ouvrage. Donc lorsque je lis ce livre, dès qu'il y a un titre de bouquin, je le restitue en début de fiche technique et je dis voilà l'ensemble des livres qui sont cités. Et évidemment, quand ils ont un lien avec le Masso contenu, je crée la fiche technique associée à l'ouvrage en question. Et sur la fiche technique, ensuite, je vais dire, ouais, mais regardez, Hippocrate, page Intel, le site, etc. Donc, vous voyez, c'est un travail absolument colossal, mais merveilleusement fascinant. Je fais pareil avec les noms propres, les personnes qui sont citées, parce que là aussi, c'est extrêmement dommage de voir des gens qui, parfois, n'ont laissé aucune trace de leur passage sur Terre, sinon une thèse, un livre sur le massage, plus ou moins intéressant, mais qu'importe, ce n'est pas à nous de juger. Parfois, vous n'avez même qu'un seul paragraphe dans l'ouvrage qui traite de massage. Mais ce paragraphe-là, nous le voulons. Donc, à défaut d'arracher la page, ce qui ne manquerait pas de sel, pour un documentaliste, eh bien, achetons l'ouvrage, référençons-le et mettons-le à la disposition de notre communauté. Ces personnages sont référencés, et la plupart du temps, effectivement, on voit que personne ne les connaît. Et on voit comme ça, dans le dictionnaire des noms propres du CFDRM, des gens qui ne sont cités que par le CFDRM, avec la liste des ouvrages, alors sur le massage évidemment, qu'ils ont pu écrire, et encore une fois avec que les fiches techniques restituées derrière. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de ce projet que je me propose de défendre avec vous. Je ferai d'autres vidéos de ce type, alors un peu plus spécifiques, un petit peu plus précises bien évidemment, mais j'aimerais vraiment que nous nous rassemblions, que nous nous rencontrions entre fédérations, entre personnes, sur Internet, partout, pour que nous nous transformions en alerteurs de l'information en lien avec le massage pour que nous la restituions sur un site. Cette information peut être une information du 21e siècle, mais ça peut être aussi une information un peu ancienne, ça peut être une lecture, ça peut être... Vous voyez, récemment sur Facebook, j'ai un de mes contacts qui m'a alerté sur un ouvrage de Galien, hein, qui est postérieur de 600 ans à Hippocrate, et qui me dit, bah tiens, dans tel ouvrage, tu as une mention là sur le massage. Alors on sait que Galien a parlé merveilleusement du massage, je crois qu'il le divise en 9 parties, c'est assez extraordinaire. Par contre, je n'ai pas encore listé les ouvrages et à qui les ouvrages, donc dans lesquels les massages sont cités, et puis ensuite, après les avoir acquis, évidemment, il faut recopier les paragraphes en question. Donc vous voyez que c'est absolument gigantesque. Voilà. Donc rassemblons-nous, rencontrons-nous, retrouvons-nous sur le web, contactez-moi, contactez-nous sur le site du cfdrm.fr, venez nous rencontrer sur Facebook, à Observatoire des massages, et échangeons, essayons de mettre en ligne ces informations-là, parce que vraiment, si nous laissons nos savoirs, nos métiers entre les mains des universitaires, nous resterons des masseurs et des masseuses aux pieds nus. Jamais on ne pourra avoir une crédibilité si nous ne faisons pas le nécessaire qu'exige notre siècle. C'est à nous qu'incombe aujourd'hui la mise en ligne de ces connaissances. C'est à nous qu'incombe la généralisation de ces savoirs. C'est à nous de nous organiser autour d'écoles beaucoup plus pertinentes que celles un peu grotesques qui sont proposées aujourd'hui et qui poussent comme des petits champignons, qui sont plus proches d'ailleurs de la moisissure que du champignon. Parce qu'honnêtement, quand vous regardez les prix des formations,
je me suis amusé à faire un petit ratio l'autre fois, hein, à 600 ou 700 euros la semaine sur une formation. Vous ramenez ça sur l'année, ça vous fait le coût de Harvard. Hein, le coût d'une formation à Harvard, hein, qui est à peu près de 38 000 euros à l'année. Vous vous imaginez? Ces écoles-là n'ont pas le foncier d'Harvard, n'ont pas la réputation, n'ont pas de cours suffisamment pertinents pour les faire payer à ce prix-là. Donc il nous faut des écoles qui soient adossées à un centre de documentation et de recherche sur les massages, à un musée sur le massage, à une bibliothèque ouverte au public et gratuite sur le massage. Voilà, c'était mon petit mot. Merci beaucoup et à bientôt sur Internet.